Nouveau rendez-vous politique sur la scène, la chaîne au cœur de nos défis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le fauteuil blanc ce soir. Une figure forte de la scène politique nationale. Il a été Premier ministre du Burkina Faso de février 1996 à novembre 2000, ancien ambassadeur, vice-gouverneur, ancien vice-gouverneur donc de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous l'aurez deviné, c'est bien sûr Kadri Désiré Ouédraogo qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous vous considérez comme un politique ou un technocrate? Bien, vous savez, je m'étonne souvent qu'on dissocie les deux, à tel point que dans notre pays, le terme technocrate en vient à être un peu péjoratif. Mais ce n'est pas mon cas. Je pense que le technocrate vit dans notre société. Il connaît les problèmes des populations et leurs besoins. Et ensemble avec le reste de la population, il contribue au développement de notre pays. Alors, si vous voulez, je suis les deux. Les deux. Mais vous n'êtes pas dans l'arène politique. Ça dépend de ce que vous entendez par arène politique. Cette politique organisée en parti où on intervient régulièrement pour apporter la critique, pour donner des coups à l'adversaire, ce n'est pas votre cas. Oui, je dois dire que mon registre n'est pas la politique politicienne, mais la politique au sens que c'est un art de gestion de la cité et que chaque citoyen a le devoir de s'engager pour les affaires publiques. Parce que la gestion de l'État incombe à toute la population et c'est un devoir aux citoyens de s'engager. Maintenant, s'engager également en conservant une éthique, parce qu'il n'est pas bon qu'on perde l'âme dans la politique. Le débat, il est là aujourd'hui. Il y a ceux-là qui sont dans la politique pure et dure, qui acceptent de descendre dans l'arène, qui sait aussi qu'aujourd'hui, ce n'est pas chose aisée parce que tout de suite, ce sont des étiquettes, c'est une image qui prend un coup. Et effectivement, récemment, on a vu Émile Paré qui a fait cette sortie et qui apporte des coups justement au gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, qui estime qu'ils ont mouillé le maillot, mais ils se retrouvent dans un gouvernement où on a écarté des acteurs qui ont mouillé le maillot et on a pris des acteurs de la société civile, des technocrates, qui n'ont pas forcément bossé pour le parti et qui, au moindre vent, vont partir pour laisser le MPP dans ses problèmes. Bien, vous savez, moi, je préfère porter des coups aux défis du Burkina Faso et aux problèmes du Burkina Faso, parce que l'essentiel, c'est de voir en quoi notre action politique est au service de notre pays. Et cela impose que nous ayons au-delà de nos intérêts personnels et particuliers pour ne viser que l'intérêt général. Voir ce qui, dans notre action, dans nos propos, dans nos attitudes, est de nature à favoriser la résolution des défis de notre peuple. Voilà pour moi l'essentiel de la politique et je m'en tiens là. Est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas se salir? Non, non, pas du tout. À partir du moment où vous engagez en politique, il faut en accepter les règles. Mais je dis simplement que je ne voudrais pas perdre mon âme dans la politique. Vous refusez de vous salir, par exemple, pour un parti comme le CDP, votre parti? Non, pas de se salir pour un parti. Je m'engage en tant que candidat. Lorsque j'ai fait la déclaration à Bobo Dioulasso, je n'ai pas dit au titre de quel parti je m'engage. Mais je m'engage pour mon pays, je m'engage pour mes idées et je m'engage pour le programme que je compte présenter au peuple burkinabé parce que j'estime que c'est du devoir de chaque citoyen burkinabé d'apporter sa contribution à la construction de notre patrie et particulièrement lorsque elle traverse une période difficile comme en ce moment. Vos camarades auraient voulu vous voir au sein du parti, mouiller le maillot comme tout le monde. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de militer. L'essentiel, c'est d'obtenir le résultat qu'on cherche. Alors, le résultat qu'on cherche, c'est bien sûr d'apporter sa contribution, de faire en sorte que les choses changent. Ce n'est pas en allant, il y a plusieurs façons d'apporter sa contribution. Et moi, j'ai ma façon d'être, j'ai mes méthodes. Naturellement, j'apprécie beaucoup tous les camarades du CDP. J'en ai côtoyé beaucoup, il y a des amis au sein de ce parti. Mais l'enjeu qui nous intéresse actuellement n'est pas l'enjeu du CDP, c'est l'enjeu du Burkina Faso et c'est l'enjeu des élections présidentielles de 2020. Est-ce qu'il est vrai qu'en 2015, vous avez décliné l'appel du parti? Bien, il est inutile de revenir et de remuer l'histoire. C'est vrai qu'en 2015, beaucoup de citoyens ont fait appel à moi pour me porter candidat, mais l'analyse que j'ai faite à l'époque de la situation ne me permettait pas d'apporter
un plus à la situation de notre pays. Et je ne m'engage que lorsque je suis sûr que mon action peut avoir une certaine efficacité et qu'elle peut être utile à mon pays. Mais la version dont ça s'est passé, j'ai lu quelques écrits dans la presse, je voudrais seulement me contenter de dire qu'elle ne reflète pas la réalité. Ce n'était pas la réalité, c'était juste une question de timing. Je ne voudrais pas revenir à l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? 2015, c'est derrière nous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est devant nous. L'avenir se construit sur le passé. Mais bien sûr, je n'ai pas dit que j'oublie le passé, mais je dis que je n'entends pas m'y agripper et me cramponner à cela. C'est important, bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel, le passé. Alors, finalement, vous vous déclarez candidat, mais on se demande qu'est-ce que vous venez chercher dans cette galère avec toutes ces expériences déjà vécues. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Qu'est-ce que vous venez chercher dans cette galère? Vous savez aujourd'hui comment l'homme politique aujourd'hui est suffisamment terni. Mais vous deviez peut-être dire qu'est-ce que je reviens chercher dans cette galère, parce que je vous rappelle que j'étais Premier ministre, chef du gouvernement pendant 5 ans. Voilà. Donc j'étais C'est déjà pour ça qu'on se demande d'ailleurs qu'est-ce que vous revenez chercher dans le marigot politique. après avoir eu tout ça. Je reviens au service de mon pays. J'aurais pu me contenter d'être un retraité dans ma famille, avec mes voisins, mes amis. Mais lorsque la situation du pays est comme celle que nous voyons actuellement, je pense que c'est un devoir de tous ceux qui ont une parcelle d'expérience de mettre cette expérience à la disposition du pays. Et c'est un devoir citoyen, un devoir patriotique qui m'a amené à décider que je pouvais proposer quelque chose au Burkinabé. J'ai été soutenu en cela par beaucoup de personnes de tous horizons et de toutes couches socio-professionnelles qui ont estimé que mon engagement pouvait être utile à notre pays et qui m'ont appelé à le faire. Il se trouve que leur analyse correspondait à l'analyse que moi-même j'ai faite de la situation de notre pays, et je me suis dit qu'il n'est pas normal que je sois spectateur au moment où mon pays a besoin de tous ses fils, de toutes les expériences qu'ils peuvent réunir pour l'aider à surmonter ces défis. Donc voilà pourquoi je suis revenu dans cette galère, mais je pense que pour le Burkina Faso, je suis prêt à venir dans toutes les galères. Dans toutes les galères, et vous arrivez à un moment donné où il y a une forte poussée de ces partisans du changement générationnel. Mais je pense, moi, ma conception de la société, c'est que la société n'est pas gérée par une section. Vous n'avez pas une société de femmes, une société d'hommes, une société de jeunes, une société d'anciens. C'est l'ensemble de toutes ces générations qui font la richesse d'une société. Et chaque génération a sa pierre à apporter, et c'est cette richesse-là que moi je vais prendre. Je ne vois pas la société comme une question de génération. Mais l'ensemble des générations a quelque chose à apporter. Les jeunes ont leur dynamisme, les anciens ont leur expérience, les femmes ont leur endurance et leur amour, et ainsi de suite. C'est tout cela qui fait une société. On ne peut pas laisser la gestion des sociétés à une seule catégorie des générations, fût-elle la plus dynamique ou la plus active possible. Nous avons besoin de tout le monde. Des jeunes, des anciens, des hommes, des femmes. C'est ça la richesse d'un pays. Et maintenant, il nous appartient d'organiser comment nous gérons le pays en mettant les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut pour assurer le maximum d'efficacité à la gestion de l'État. Parce qu'on estime que votre génération est la base de tous les maux du Burkina. C'est la raison pour laquelle moi, à Bobo, j'ai concédé que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et je considère que c'est la responsabilité de notre génération par laquelle cette situation est venue, que nous puissions réparer ce pays et que nous puissions céder à la jeune génération un Burkina uni, un Burkina prospère qui ressemble au Burkina que nous avons hérité de nos dévanciers. C'est notre responsabilité générationnelle et nous pensons que c'est un devoir pour nous de le faire. Nous le devons à notre jeunesse, nous le devons à notre pays, et c'est pour ça que j'appelle les Burkinabés à l'engagement, et particulièrement ceux de ma génération, à l'engagement pour que nous puissions remettre à la génération montante un Burkina de fraternité résolument tourné vers l'avenir. Parce qu'on pourrait se demander, qu'avez-vous encore à apporter, que vous l'avez déjà fait? Parce qu'on voit, et c'est vrai que vous n'êtes pas concerné, mais il y a cette partie de votre génération qui est aux commandes aujourd'hui, mais on a l'impression que rien ne change. Mais vous savez, les hommes ne sont pas les mêmes. Et vous m'avez vu à l'œuvre ici en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Vous m'avez vu peut-être à l'œuvre comme vice-gouverneur de la BCEAO, comme président de la commission de la CEDEAO ou comme ambassadeur. Cette fois-ci, il s'agit de l'élection présidentielle qui a ses particularités. Et si un Burkinabé estime
qu'il a quelque chose à apporter de différent à la manière dont notre pays est gouverné, la manière dont notre pays est géré, eh bien, c'est un devoir pour lui d'apporter. C'est ce que je pense pouvoir faire et c'est la raison pour laquelle je me dois de proposer au peuple burkinabé les solutions que j'ai pour aider au progrès de notre cher pays. Et je pense, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un devoir patriotique de le faire. Et voilà pourquoi je me suis engagé. C'est vrai qu'on vous voit comme un candidat de consensus, un peu au-dessus de la mêlée. Ça vous convient, ça? Bien, vous pouvez le dire ainsi. Je pense qu'aucun pays ne peut se construire dans les divergences, dans la haine, dans les contradictions. Il faut qu'à un moment donné, nous ayons un consensus sur l'essentiel, que nous puissions amener chaque Burkinabé à participer à l'œuvre de construction nationale. Chaque Burkinabé doit se sentir à part entière membre de cette nation, doit se sentir écouté, respecté dans ce qu'il est et dans ce qu'il propose. Et si c'est cela que vous appelez consensus, oui, je pense que nous avons besoin de cela pour faire avancer notre pays. On pourrait peut-être penser que vous êtes un naïf politique que de penser ainsi, parce que pour beaucoup, la politique, c'est l'art de donner des coups, de diviser, de ternir, de dénigrer. Je vous ai dit que c'est un milieu qui ne m'est pas étranger. Quand vous avez dirigé le gouvernement pendant 5 ans, vous ne pouvez pas dire que vous ignorez de la politique. Mais naturellement, c'est un marigot. Moi, je suis venu de la Banque centrale. J'ai appris à nager dans ce marigot et vous voyez que j'ai survécu. C'est aussi la réelle politique. Absolument. La politique, c'est un tout. Elle a ses règles. Il faut les accepter. Elles sont telles quelles. Simplement, je dis qu'il y a une autre façon de faire la politique que ce qu'il m'a été donné d'observer maintenant. C'est pour ça que j'invite les Burkinabés à faire la politique autrement. Et que dites-vous de ceux qui pensent que les économistes, c'est eux les problèmes? C'est peut-être eux aussi la solution, parce que vous n'avez pas un pays qui se développe si vous n'avez pas une économie prospère. Vous avez besoin d'experts en économie pour aider à l'ensemble du progrès social. L'économie, c'est la gestion de notre richesse commune et la gestion de nos entreprises et de nos initiatives qui portent fruit et qui apportent une valeur ajoutée à la nation. Donc c'est un élément essentiel de tout pays et je pense que autant ils peuvent être un problème, ils peuvent être aussi une solution. C'est vrai que l'expérience, vous l'avez en tant que, justement, ancien Premier ministre, en tant aussi qu'ancien ambassadeur, mais aussi président de la commission de la CEDEAO. Vous avez suffisamment tourné dans la sous-région, vous connaissez bien cet environnement politique. Mais la politique, c'est aussi une base électorale. Vous l'avez? Bien sûr, je pense que je l'ai. J'ai avec moi des hommes et des femmes de compétence, des hommes et des femmes motivés, qui sont prêts à s'engager pour le Burkina Faso. Et je pense que le message que ces hommes et ces femmes sont en train de délivrer à l'ensemble du peuple burkinabé, eh bien, ma base électorale, c'est tout le Burkina. C'est les jeunes du Burkina, c'est les femmes du Burkina, c'est tous ceux qui pensent que notre pays mérite mieux que ce que nous voyons aujourd'hui et qui sont prêts à s'engager pour que nous puissions ensemble changer le visage de notre pays. Voilà ma base et je suis conforté en cela par les nombreux messages, les soutiens divers que j'ai à travers notre société. Je pense que ceci m'encourage. Mais j'ai la ferme conviction que nous pouvons ensemble travailler à changer le Burkina Faso, à améliorer la façon dont il est gouverné et à améliorer la façon dont nous vivons entre nous au Burkina Faso. La politique, c'est aussi une question de moyens financiers sous nos tropiques. Bien sûr. Les moyens, vous l'avez? Il faut surtout des moyens financiers pour faire la politique, ne serait-ce que les moyens pour vous permettre de vous rendre aux côtés des populations, de vos électeurs, de faire connaître vos idées et votre programme. Donc il faut des moyens, c'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous ceux qui peuvent nous soutenir financièrement de le faire, y compris vous-même. J'attends votre contribution financière. D'accord. Alors, le candidat de qui, Kadri Désiré Ouédraogo, parce qu'il y a beaucoup de supputations aussi également autour de votre candidature. Le candidat de François Compaoré? Non, je suis le candidat du Burkina Faso. Si vous avez suivi mon intervention à Bobo Dioulasso, je vous ai expliqué le sens de mon engagement, qui est un engagement citoyen, un engagement de devoir envers mon pays, est un engagement sur la base d'une conviction que nous pouvons tous travailler à améliorer la gouvernance de ce pays, que nous pouvons travailler à ressouder notre vivre ensemble.
Et c'est ce qui fait que je me suis engagé. Je ne me suis pas engagé sur des bases partisanes. Je pense que l'élection présidentielle est un sujet sérieux. C'est un engagement entre un homme et son peuple, autour d'idées, autour d'une vision, autour d'un programme. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire sans me préoccuper des autres lignes partisanes ou du jeu politique-politicienne. Donc voilà un peu où je me situe. Et je pense que de ce côté, je ne me définis comme le candidat de personne, sinon le candidat du Burkina Faso. Vous n'entendez pas battre campagne en utilisant l'effigie, par exemple, du président Blaise Compaoré? Écoutez, toute campagne a ses règles, mais l'essentiel pour moi, ce n'est pas ma personne en tant que telle ou personne d'autre. L'essentiel, c'est ce que j'ai à proposer au Burkina. Et l'essentiel, c'est le dialogue avec le peuple burkinabé. Alors, en dehors de cela, je n'ai pas de fixation sur un point particulier, ni sur ma propre personne, ni pour personne d'autre, si n'est que le programme que je compte proposer et les idées que je compte promouvoir au service de mon pays. Parce qu'au CDP, on ramène tout à Blaise Compaoré, à François Compaoré. Pour certains, vous avez le soutien de François Compaoré et Eddy Kombouego, le soutien de Blaise Compaoré. Je ne sais pas, je n'ai pas les mêmes informations que vous venez de m'apprendre. Pour ma part, je souhaite avoir le soutien de tous les Burkinabés qui pensent comme moi, selon les lignes que j'ai définies à Bobo, qui disent qu'il faut que nous puissions travailler à changer notre gouvernance, travailler à changer la façon dont nous faisons la politique, travailler à améliorer notre pays et donc à le remettre sur pied. Et c'est cet objectif que je poursuis et tous les hommes et les femmes qui partagent ces idées eh bien, sont mes compagnons. Vous êtes un homme averti, vous savez bien que quand on va à la présidentielle, c'est forcément aussi des soutiens, notamment au niveau des religieux, des coutumiers. À ce niveau également, vous avez des soutiens dans ce sens. Bon, je pense que l'essentiel, c'est d'exposer ce que j'entends faire. Et maintenant, tous ceux que vous citez se détermineront et le peuple burkinabé qui est souverain jugera si ce que je propose lui est utile ou pas. Moi, je pense que l'essentiel, c'est cela. Donc, ce n'est pas de compter les soutiens. Les soutiens s'obtiennent sur la base de ce que vous voulez faire, de ce que vous êtes, de ce que les gens vous croient capable de faire. Eh bien, c'est ce que je présente aux Burkinabés et j'ai lancé un appel au soutien de tous les Burkinabés et un appel à l'action et à l'engagement de tous les Burkinabés. La proximité aussi avec le MPP, notamment le président du Faso, par exemple? Bien, vous savez que le président du Faso a été mon prédécesseur comme Premier ministre et j'ai pour principe de toujours remercier mes prédécesseurs parce que mon action bénéficie des bases qu'ils ont jetées et pour ça je lui suis reconnaissant. Nous avons travaillé également ensemble, lui à la tête du parti, et moi, Premier ministre, chef du gouvernement. Et donc, c'est des rapports de courtoisie et de coopération. Aujourd'hui, c'est aussi des rapports de candidats Bien sûr, je fais la part entre les relations personnelles et les questions d'État. Moi, ce qui m'importe, les intérêts du Burkina sont plus grands que nos modestes personnes. Lorsqu'il est question du Burkina, lorsqu'il est question de son avenir, tous les Burkinabés sont interpellés. Et chacun, à sa façon, a le devoir de se mobiliser pour apporter ce qu'il peut apporter à ce pays. Voilà ce qui est important en dehors des relations personnelles ou sentimentales. Est-ce que vous ne risquez pas là, à travers cette candidature indépendante, non partisane, de saucissonner les voix du CDP? Non, je ne pense pas. Je ne vois pas comment ma candidature peut être une occasion de division du CDP. J'ai simplement énoncé une vision, j'ai énoncé des principes, j'ai énoncé des objectifs. Alors, est-ce que cela est de nature à diviser un parti? Je crois que c'est un travail que tous les Burkinabés doivent se faire. Les divisions doivent se faire autour d'idées, pas simplement autour de jeux politiques. Et je ne vois pas comment et pourquoi l'engagement que j'ai pris à Bobo, avec la vision que j'ai énoncée, peut être une source quelconque de division au CDP. Parce que certainement, il y a des militants du CDP qui s'identifient en vous, qui vous voient comme le bon candidat. Le parti certainement va organiser des primaires. Malheureusement, vous ne serez pas là puisque vous serez un candidat pas partisan. Ou c'est juste une stratégie? Je remercie tous les camarades au sein du CDP qui me soutiennent et je suis honoré de leur choix.
Pour les autres qui ne me soutiennent pas, je respecte leur choix. Et naturellement, pour moi, l'essentiel, c'est de réunir un ensemble de forces politiques et sociales, y compris le CDP, d'autres partis, la société civile, pour faire en sorte que nous puissions faire triompher les idées que nous partageons en commun. Je n'ai aucune attitude d'hostilité à l'endroit du CDP ni à l'endroit des militants du CDP. Au contraire, j'ai de nombreux amis au sein de ce parti dans lequel j'ai milité pendant de longues années et je pense que le moment est venu pour moi d'apporter le peu d'expérience que j'ai pu acquérir à la disposition de mon pays. Ceux qui voudront bien s'identifier, se reconnaître dans ce que je veux faire, eh bien, je les invite à me rejoindre, à s'engager dans l'action pour qu'ensemble, nous puissions transformer le Burkina Faso. Vous êtes un homme de consensus. Pourquoi vous ne travaillez pas à avoir ce consensus autour de vous ou autour d'un autre candidat de l'opposition? Parce que là, est-ce que vous ne faites pas quelque peu le jeu du pouvoir? Mais c'est ce travail de consensus que je suis en train de faire. J'ai énoncé une vision, j'ai énoncé des principes, j'ai énoncé des objectifs, et j'ai appelé les Burkinabés à l'action. J'ai appelé tous ceux qui partagent ces idées de venir pour que nous cheminions ensemble. Donc c'est cela aussi le consensus. Mais il faut commencer quelque part. Vous ne faites pas cas des formations politiques? Non, bien sûr, je suis ouvert à toute coopération, à toute collaboration avec toute formation politique, tout citoyen qui partage les idéaux que j'ai énoncés. Je suis ouvert parce que c'est ensemble qu'on est plus fort et c'est ensemble qu'on peut trouver les solutions à notre pays. C'est donc pas exclu qu'on vous retrouve aux primaires du CDP? Ça dépend de comment ces primaires sont organisées et qui en est le corps électoral. D'accord. Alors, justement, vous êtes candidat parce que vous estimez que le moment est venu pour vous d'apporter encore quelque chose à ce pays qui est en difficulté. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à la gouvernance? Bien, d'abord, permettez-moi de commencer par rappeler qu'à mon niveau, je ne juge pas les hommes ni leurs intentions. Ce que je juge, c'est le résultat que je vois sur le terrain. Et le résultat que nous voyons tous ensemble sur le terrain, je crois que ce n'est un secret pour personne de dire que notre pays va mal. Notre pays a de nombreux défis à relever, défis de la paix et de la sécurité, défis de la réconciliation, défis de la bonne gouvernance et naturellement défis du développement humain. Au regard de ces importants défis, je pense qu'il est important que chaque Burkinabé se mobilise et je suis convaincu que chaque Burkinabé, où qu'il se trouve, a quelque chose à apporter à ce pays. C'est cet engagement citoyen que je voudrais susciter et en réitérant ma propre conviction que nous pouvons réussir sur les lignes que j'ai indiquées. C'est pourquoi je me suis engagé et pour moi, cet engagement est total et j'espère que je serai accompagné par beaucoup de Burkinabés pour que nous puissions ensemble tourner une nouvelle page de notre histoire. Pour vous, la cohésion nationale, la réconciliation nationale, c'est quelque chose d'important. Mais comment réussir cela? Qu'est-ce qui manque à la gouvernance aujourd'hui? On a vu le Premier ministre Dabiré qui, effectivement, est venu avec de bonnes intentions. Mais le problème est encore là, que la réalité, c'est que les Burkinabés sont divisés. Bien, je pense que c'est ça tout le défi. Et chaque Burkinabé a sa façon et sa voie d'arriver à cette réconciliation. Bien sûr, naturellement, j'expliciterai tout cela lorsque le moment sera venu, mais il me semble que si nous voulons parvenir à ce résultat, il faut que d'abord nous puissions nous remettre en question, que nous puissions changer notre langage, que nous puissions revoir nos relations interpersonnelles dans cette société, que nous ayons de l'humilité et surtout que nous soyons vrais dans notre désir d'arriver à une réconciliation véritable. Je pense que si ces ingrédients sont réunis, nous avons des chances de trouver les voies et moyens pour promouvoir la réconciliation dans notre pays. Réconciliation qui est très utile pour le succès de toutes nos politiques, que ce soit les politiques de lutte contre le terrorisme ou les politiques de développement. Nous avons besoin, nous, Burkinabés, d'être ensemble. Et c'est ce vivre ensemble que nous devons reconstruire. Et naturellement, comme je l'ai dit, j'aurai à vous expliquer plus explicitement ce que je compte faire. Mais je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. Est-ce que le blocage, justement, le problème, la réalité du problème, est-ce que ce n'est pas justement le discours politique? Parce que de plus en plus, ça devient de plus en plus inquiétant.
Exactement, c'est pour ça que je dis nous devons changer notre langage si nous voulons arriver à une réconciliation véritable. Nous devons éviter tout comportement qui puisse aggraver la situation. Vous savez, les Burkinabés, il y en a beaucoup qui ont gros sur le cœur. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Il y en a dont les maisons ont été brûlées. Il y en a qui ont été victimes de dégâts divers. Et tous ces cas, malheureusement, n'ont pas encore reçu une réponse de la justice. Alors nous sommes donc dans une situation où il y a des fractures sociales. Et il nous faut travailler à apaiser ces fractures, à faire en sorte que les Burkinabés se pardonnent et qu'ils se réengagent résolument dans ce qui est essentiel, reconstruire notre société, apporter la prospérité à ce pays. Et je pense que nous en avons les moyens, nous en avons les hommes et les femmes. C'est une question maintenant d'organisation et de volonté politique. Ça vous fait quoi d'entendre de la bouche d'acteurs politiques des propos du genre il y a des ennemis des Burkinabés qui sont des ennemis du peuple et il y a les patriotes? Bon, je pense que ça, c'est vraiment le langage qu'il faut éviter. Pour moi, je considère que tous les Burkinabés, il n'y a pas un Burkinabé qui n'aime pas le Burkina Faso à ma conception. Ce qui nous divise, c'est simplement le chemin que nous devons entreprendre pour apporter le bien au Burkina Faso. Et c'est ça qui différencie les programmes politiques. Mais je ne pense pas que ces différences d'opinion puissent nous transformer en ennemis. Au contraire, nous sommes tous des fils du Burkina Faso. Nous pouvons avoir des visions différentes, des propositions différentes, des manières différentes d'arriver au progrès du Burkina Faso. Mais ceci ne devrait pas constituer une source de division et même nous amener à la violence politique, à la haine politique. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons besoin d'une autre façon de faire la politique dans ce pays. Et justement, parce que la réalité, c'est que c'est la politique qui est à la base de cette situation de division. Mais c'est pour ça qu'il faut que les hommes politiques, par leur comportement, par leurs actions, par leurs paroles, contribuent à ce que le Burkinabé ait confiance à la politique. Que la politique ne soit plus seulement le jeu d'insultes, de tricheries, de calomnies, mais qu'elle soit véritablement un art noble de voir comment nous allons ensemble organiser notre vivre ensemble et comment nous allons construire notre pays. C'est cette conception qu'il nous faut ramener, mais comme vous le dites, toute action commence par l'exemple. Il faut que les hommes politiques, par leur vie de tous les jours, démontrent qu'ils veulent qu'il y ait une façon de faire la politique. Et moi, je m'engage dans cela et je pense qu'il faut que nous puissions quitter nos habitudes anciennes pour véritablement renouer avec ce que devrait être la démocratie et ce que devrait être la politique. L'ethno-régionalisme, c'est aussi un souci. Absolument. Et pour moi, je considère que nous devons bannir à jamais l'ethno-régionalisme. Pour moi, tout Burkinabé est part entière de cette société. Et je considère que c'est le travail des politiques de faire en sorte que chaque Burkinabé ait ce sentiment, qu'il n'est pas laissé au bord de la route, mais que sa voix compte, qu'il est partie intégrante de cette nation et que nous sommes tous égaux et que nous sommes tous unis par cette nationalité. Sur la lutte contre le terrorisme, comment vous appréciez un peu l'évolution des choses aujourd'hui? Bien, permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire des nombreuses victimes du terrorisme dans notre pays et de m'associer à la douleur de toutes les familles endeuillées. Je voudrais ensuite réitérer mon plein soutien et mes encouragements à nos forces de défense et de sécurité qui chaque jour sacrifient leur vie sur le terrain pour que nous puissions vivre libres et que nous puissions vivre en paix. C'est dire que la lutte contre le terrorisme est une priorité vitale pour notre pays. Il y a naturellement des politiques à engager, mais je considère que l'action militaire n'est pas la seule que nous devons utiliser contre le terrorisme. Il y a le volet économique, il y a le volet sociologique, il y a le volet développement humain. Tout ceci doit faire partie de la réponse globale pour un succès contre le terrorisme. Naturellement, il appartient à l'État de mettre à la disposition de nos forces armées les moyens nécessaires pour leur permettre de gagner cette lutte, qui est une lutte qu'on ne peut pas gagner sans le soutien de la population. Donc il faut travailler à organiser l'adhésion de nos populations à la lutte que mènent nos forces de défense et de sécurité. En tant que président de la CEDEAO, vous avez dû voir de façon plus panoramique les politiques sécuritaires des différents pays de la sous-région. Est-ce que vous pensez que le Burkina, véritablement, a une politique sécuritaire assez conséquente? Bien, je ne voudrais pas m'aventurer sur l'appréciation des politiques sécuritaires du Burkina, mais je voudrais dire
que de mon expérience à la CEDEAO, j'ai participé à la résolution de plusieurs crises au sein de notre sous-région et également comment contrer le terrorisme. Et je vous rappelle que lorsque j'étais président de la commission, nous avons imaginé ce que nous avons appelé le programme, la stratégie Sahel. La stratégie Sahel qui était pour nous une réponse holistique à toutes ces questions qui favorisent le terrorisme. Il faut extraire le terrorisme par la racine. Et si nous voulons le faire, il faut que nous ayons d'autres réponses qui viennent en complément de l'action militaire. C'est l'expérience que j'ai tirée de tout ce que nous avons vécu dans notre sous-région. Je rappelle que lorsqu'il y a, en 1990, j'étais déjà secrétaire exécutif adjoint de la CEDEAO, lorsque cette organisation a envoyé ECOMOG au Libéria. C'était la première fois qu'une organisation régionale intervenait militairement dans un de ses États membres. Et cette intervention, nous en avons tiré des conséquences et c'est ce qui a conduit à la révision du traité de la CEDEAO en 1993 pour intégrer le volet politique à l'intégration régionale. Et je peux mesurer combien la CEDEAO a été très utile dans la résolution des conflits politiques et sécuritaires de notre région. Et c'est l'endroit pour moi de rendre hommage à tous les hommes et les femmes qui s'investissent dans cette organisation pour nous apporter la paix et le progrès. Une organisation qui est tout de même décriée aussi par les États. On estime qu'elle ne fait pas assez. Du coup, quand la France est appelée à la rescousse, c'est un peu un échec de la CEDEAO, non? Bon, c'est un échec de ces États membres, parce que la CEDEAO n'est que la somme des États qui la composent. Mais je dois dire qu'en termes de stratégie, en termes d'organisation, vous ne pouvez pas nier que la CEDEAO est une organisation performante. Rien que le rôle qu'elle a joué au Mali, par l'organisation de l'intervention armée. Je rappelle que l'essentiel des troupes des Nations Unies actuellement au Mali sont en réalité des troupes de la CEDEAO. Nous avons passé le chapeau aux Nations Unies en 2013, mais la première intervention a été faite par la CEDEAO. Naturellement, à l'époque, nous avons eu besoin du concours de pays comme la France et le Tchad, parce que simplement, nous avons été surpris par cette forme de guerre, et il fallait réagir dans l'urgence. Et je suis heureux que la communauté internationale se soit mobilisée, non seulement pour permettre à la CEDEAO d'avoir les moyens juridiques pour lui permettre d'intervenir au Mali, mais également nous soutenir activement dans le combat contre le terrorisme. Et je pense que c'est un combat qu'il faut mener, c'est un combat de longue haleine, mais c'est un combat qu'il faut engager méthodiquement. Et je pense que la victoire est au bout. J'ai la conviction qu'on sera à bout du terrorisme, qu'importe le temps et le délai. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi ces risques de stigmatisation. De plus en plus, ce discours-là aussi est haineux. Et justement, c'est le plus grave danger qui nous menace. Lorsqu'il y a eu le drame de Yirgou, quand je suis allé sur le terrain apporter mes condoléances et ma contribution, je les ai donnés avec un message qu'il faut à tout prix éviter la stigmatisation et l'ostracisation. J'ai vu les ravages de la stigmatisation et de l'ostracisation dans d'autres pays de la CEDEAO que je ne vais pas citer et je ne souhaite pas que ça vienne dans mon pays. C'est pourquoi je lance un appel aux Burkinabés d'éviter impérativement de stigmatiser une communauté ou une ethnie. Les terroristes viennent de partout, ils ne viennent pas d'une simple ethnie et il faut simplement que nous évitions de nous diviser entre nous lorsque nous avons le devoir de nous unir pour combattre notre ennemi commun. Donc c'est un grave danger qu'il faut éviter à tout prix. Et je lance un appel aux Burkinabés pour que personne ne s'engage dans cette perspective. Là encore, c'est le fait des politiques qui manipulent ces jeunes à travers les réseaux sociaux, justement, comme on le dit, des boxeurs en dessous de la ceinture. Bien, je ne suis pas sûr de qui est l'auteur, si c'est les politiques qui le font. L'essentiel est que je déplore cet état de fait et j'invite les Burkinabés à combattre cet état de fait. Si nous voulons réussir notre combat contre le terrorisme, il faut éviter cela. Il faut considérer que nous sommes un même peuple, que nous avons un même objectif et que les terroristes sont notre ennemi commun. Vous pensez quoi de cette pratique politique sur les réseaux sociaux? Bien, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Autant ils apportent du bien à notre société par une large division de l'information, autant aussi ils peuvent être un danger par justement ces langages souvent débridés et aussi le phénomène des fake news qui peuvent être une nuisance
pour toute société. Alors, il est important que les spécialistes puissent effectivement se pencher sur la nature et la contribution des réseaux sociaux dans notre débat social pour faire en sorte que nous puissions prendre avantage de ces réseaux sociaux, prendre ce qui est positif dans ces réseaux sociaux pour améliorer notre vivre ensemble. Est-ce que justement au regard de toute cette dérive qu'on constate aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il n'y a pas lieu de légiférer, d'encadrer un peu? Bien, je ne suis pas un spécialiste du domaine. Ce qui est important, c'est que nous puissions allier la préservation de la liberté d'expression et également la préservation de l'intérêt social, surtout en matière de sécurité. C'est un travail d'équilibre qu'il faut trouver. Je ne sais pas lequel, mais certainement les spécialistes s'attelleront à cette question. Nos forces de défense et de sécurité qui engrangent des victoires selon les différents communiqués de l'état-major, mais en même temps, attention, on crie à des exécutions extrajudiciaires, à des exécutions sommaires. Le dernier rapport du MBDHP est là pour nous rappeler cela. C'est inquiétant, non? Bien sûr, j'apporte mon soutien plein et entier à nos forces de défense et de sécurité et je rends hommage à leur lutte héroïque contre le terrorisme. Et donc je suis heureux des résultats positifs qu'ils engrangent. Mais en même temps, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions préserver les droits humains. La vie humaine est sacrée et nous devons faire en sorte qu'aucune atteinte ne puisse porter à cette vie humaine sacrée, quelle que soit la situation où nous nous trouvons. Il est bon que nous puissions examiner sereinement ce qui s'est passé. Je crois que le MBDHP a demandé une enquête que les autorités ont promis de mener. Eh bien, attendons les résultats pour que sereinement nous puissions faire en sorte que nous puissions, dans notre lutte contre le terrorisme, que nous puissions en même temps préserver les droits humains et respecter donc la vie humaine. Et pendant que nos FDS mènent la lutte contre le terrorisme, il y a ce procès à la justice militaire, le procès du putsch. On se rappelle, en tant que président de la commission, vous avez conduit un peu les médiations dans le cadre donc, de ce putsch. Aujourd'hui, on est en plein procès. Est-ce que ça ne contribue pas à fragiliser notre armée, ce procès? Bien, je pense que ce putsch est véritablement un événement malheureux qui est arrivé dans notre pays. Je rappelle que la CEDEAO condamne et condamnera toujours fermement toute action au pouvoir par des voies non démocratiques. Elle a condamné donc ce coup d'État, mais en même temps... C'est vrai qu'à l'époque, vous n'avez pas été toujours compris. Absolument, on n'a pas été compris, mais la politique de la CEDEAO, c'est d'abord de dire tolérance zéro à tout coup d'État ou à toute accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Donc la CEDEAO condamne systématiquement tout coup d'État. Naturellement, elle est prête également à accompagner ses États membres à traverser des situations de ce genre et à retomber sur leurs pieds. C'est ce qui a été fait au Burkina Faso et je profite pour saluer l'importante contribution de la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO qui ont aidé notre pays à traverser cette page douloureuse. Pour ce qui concerne le procès, nous souhaitons tous que la vérité soit dite et que nous puissions traverser cette épreuve, tourner cette page sans fragiliser notre armée nationale qui a besoin de son unité, qui a besoin de son intégrité et qui a besoin aussi d'agir souvent dans la discrétion. Ce procès peut être un blocage aussi à la réconciliation nationale? Mais je pense que non, je pense que la justice ne peut pas être un blocage à la réconciliation nationale. C'est la raison pour laquelle je dis oui, il faut que la justice se fasse, mais aussi oui, il faut que nous trouvions des voies et moyens d'assurer une réconciliation sans laquelle notre combat pour le développement et la lutte contre le terrorisme sera plus difficile. Vous avez été Premier ministre de ce pays. On est à une situation où les finances du Burkina sont en danger. Bien, je n'ai pas les chiffres pour confirmer ce que vous dites, mais ce que je sais, c'est que dans tout pays qui vit une situation telle que nous vivons, il est évident que les conséquences de cette insécurité, de ce terrorisme, ont un impact important sur l'économie du pays, en termes de production, mais aussi en termes de recettes. Il est évident que c'est un fardeau difficile à porter, et donc c'est une situation de laquelle il faut sortir le plus rapidement possible, et c'est la raison pour laquelle il faut que nous mettions une priorité à ce que la sécurité, la paix et la stabilité reviennent au Burkina Faso pour que notre économie et nos finances soient plus prospères.
Il y a aussi ce sérieux problème, c'est le dialogue social. On a l'impression que le gouvernement actuel a un problème avec le dialogue social. Il y a tous ces accords signés qui ne sont jamais respectés. On voit que depuis l'avènement du MPP au pouvoir, les grèves se succèdent. Bon, je pense que pour que le dialogue social réussisse, il faut que tous les prenant part au dialogue social soient réellement sincères et s'engagent à mettre en œuvre les compromis et les solutions trouvées. Le respect de la parole donnée est très important, surtout de la part d'un pays, de la part d'un responsable syndical. Il faut que lorsque nous arrivions à un accord, que tous puissent respecter la parole donnée et que les accords soient respectés sur le terrain. Ça évite de revenir toujours sur les mêmes problèmes, mais de passer à autre chose, à d'autres problèmes, tout en recherchant chaque fois le dialogue, la compréhension. Parce que comme je l'ai dit, chaque Burkinabé désire le bien de ce pays. C'est simplement notre façon d'y parvenir qui diffère et cela ne devrait pas nous empêcher de nous asseoir, de discuter. Et lorsque nous arrivons à un accord, que chacun l'applique de bonne foi. C'est ma conviction qu'il faut donc cela pour que le dialogue social porte les fruits que tout le monde attend. Parfois, au niveau du pouvoir, on s'étonne qu'à l'époque où vous étiez au pouvoir, on n'a jamais atteint ce degré de revendication sociale, si bien qu'on se demande s'il n'y a pas de main politique derrière. Non, vous savez, moi je ne pense pas qu'il faille parler de main politique. La vie des nations est une chose qui évolue. Il y a des périodes calmes, il y a des périodes d'accélération, il y a des périodes de crise, il y a des périodes de paix. C'est la vie. Il faut faire avec et à chaque instant, il faut que les dirigeants trouvent la réponse à la situation politique dans laquelle ils se trouvent, qui évolue, comme je le dis, et tout cela fait partie de la vie, et nous devons être préparés à faire face à cette situation. Quand elle vient, il faut la gérer. Vous savez que nous avons eu à gérer d'importantes crises au moment où j'étais chef de gouvernement. Heureusement, grâce à la bonne volonté de tous les Burkinabés, à leur sens de la tempérance, nous sommes arrivés à surmonter cela. Je pense qu'à chaque situation, il y a une réponse particulière. Il appartient à ceux qui dirigent actuellement de trouver des solutions pour les problèmes qui se posent actuellement. Mais je ne pense pas qu'il faille s'accuser ou de trouver une main derrière chaque manifestation ou chaque contestation sociale. La vie sociale est faite de cela. La crise Norvège-Zongo, à l'époque, c'était sous votre règne? Absolument, une crise très très grave qui a secoué les fondements même de notre pays. Mais comme je le dis, la sagesse a prévalu et je rends hommage encore une fois à toutes les bonnes volontés qui se sont engagées à accompagner le gouvernement pour trouver des solutions qui nous permettent de préserver notre vivre ensemble et de préserver la paix au Burkina Faso et de repartir sur de bons pieds. Il y a eu le Collège des sages, il y a eu la Commission de réconciliation nationale et ainsi de suite. Et nous sommes arrivés à surmonter cette base. Et je suis sûr qu'il y a toujours une solution en se fondant sur les ressorts culturels propres de notre société, les valeurs du Burkina, de façon que nous puissions surmonter une crise, quelle qu'elle soit, quand elle vient. C'est notre responsabilité, mais c'est la responsabilité aussi des gouvernants et de toute la population. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les derniers ressorts, justement, ne sont pas cassés? Je vais parler des forces morales. Non, je ne pense pas. Elles souffrent aujourd'hui d'un problème de crédibilité, les coutumiers, les religieux. C'est pour ça, je pense qu'il faut véritablement que nous travaillions à restaurer les valeurs qui ont fait la force du Burkina Faso. Valeurs de discipline, valeurs de respect d'autrui, valeurs également de tolérance, mais valeurs de dignité et de travail. Ce sont ces valeurs que j'invite les Burkinabés à réinstaller pour que nous puissions partir sur de bonnes bases. Parce qu'un pays n'est fort que lorsqu'il a des valeurs solides fortes, des valeurs culturelles fortes. Nous avons la chance d'avoir hérité d'un pays qui a ces valeurs-là. Malheureusement, au fil du temps, nous avons, par nos propres fautes, discrédité un peu ces valeurs. Il nous faut travailler à ce que le Burkina retrouve ses valeurs d'antan. Et c'est le travail de tout le monde, pas seulement d'une seule personne ou du gouvernement. C'est le travail de l'ensemble de la communauté. C'est pour ça que j'ai lancé un appel pour que nous puissions revenir aux valeurs qui ont fait la force du Burkina Faso. Et je suis sûr que nous pouvons, sur la base de ces valeurs, faire face à tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas trop tard, justement, dans un environnement où toutes ces forces-là qu'on a régulièrement, qu'on a l'habitude de solliciter quand ça ne va pas, aujourd'hui, on souffre d'un problème de crédibilité? Non, je pense qu'il n'est pas trop tard. Et c'est justement à cause de cet optimisme que j'ose penser
que nous avons la capacité tous ensemble de revenir sur ces valeurs et de pouvoir surmonter les difficultés que nous vivons actuellement sur les ressorts de notre propre culture, les ressorts de nos propres valeurs et retrouver le Burkina d'antan, ce que nous avons hérité de nos devanciers. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Mais comme je l'ai dit, c'est une responsabilité de tout un chacun, pas seulement du gouvernement, mais de l'ensemble de la population burkinabé. Naturellement, le leadership doit donner l'exemple et la direction pour que nous puissions ensemble travailler à restaurer ces valeurs morales et que nous puissions être forts de ces valeurs et que nous puissions ensemble tourner une nouvelle page et engager notre pays dans un nouveau départ. Est-ce que ce leadership, nous l'avons aujourd'hui au sommet de l'État? Le leadership est en chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit, je ne juge pas les intentions ni les hommes, je juge les résultats. Et je pense que nous pouvons faire mieux. Notre pays mérite mieux et c'est pour ça que je me suis engagé parce que je pense que nous devons travailler. Personne ne viendra changer cette situation à notre place. C'est notre responsabilité de travailler, de nous engager. Et j'invite tous les citoyens à s'engager au service de leur pays et à s'engager de façon patriotique, de façon rigoureuse, dans la discipline, dans la probité et dans l'intégrité. Les scandales de corruption, on en trouve à l'appel. C'est un problème, ça. C'est une gangrène. Bien sûr, le problème, c'est que nous avons aussi un mal à l'impunité. Je considère qu'il faut que dans un pays, nous puissions avoir une justice qui soit la même pour tous les Burkinabés et que ceux qui sont en faute puissent être punis pour ne pas encourager ceux qui seraient tentés d'être en faute. Donc la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption est un devoir essentiel si nous voulons que nos actions de développement ne soient pas freinées par ce phénomène qui est en train de prendre des proportions. Et je pense qu'il est temps pour nous de nous engager à continuer, à lutter contre la corruption, à lutter contre l'impunité. Pour avoir été Premier ministre, vous maîtrisez bien l'appareil d'État, la gouvernance. Avec du recul, la distanciation, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez aujourd'hui changer si vous avez le pouvoir? Mais c'est d'abord commencer à changer la mentalité et changer la façon dont nous faisons la politique, changer la façon dont nous gérons le bien public, changer la façon dont nous gérons les hommes. Je pense qu'il est possible d'améliorer sur tous ces points, en un mot, changer notre gouvernance et restaurer l'autorité de l'État. Et je pense que nous pouvons, à travers ces principes, réussir notre objectif de restauration de notre pays et de consolidation de sa société et de consolidation de son développement et de son progrès. Comment changer la gouvernance quand on a été longtemps dans cette gouvernance qui est décriée? La gouvernance, c'est en un mot l'exemple. Je crois que si beaucoup de Burkinabés s'attachent à ma personne, c'est parce que peut-être ils m'ont vu à l'œuvre à la tête du gouvernement et combien je travaille. Je pense que le leadership, c'est l'exemple. Et vous verrez, si vous avez donc un leadership exemplaire, le citoyen aura confiance au leadership et l'autorité de l'État s'en trouvera renforcée. Donc, à mon avis, les changements, ce n'est pas simplement des paroles. Il faut que chacun montre dans son comportement de tous les jours qu'il veut changer, qu'il est prêt à changer, mais qu'il travaille intrinsèquement pour l'intérêt supérieur du Burkina et pas pour autre considération. Changer surtout le train de vie de l'État, c'est ce qui est décrié. Ça fait partie de la gouvernance que nous devons changer. Pour que le citoyen ait confiance à l'État, il faut qu'il voit que ceux qui sont aux commandes gèrent le bien public de façon parcimonieuse, gèrent le bien public en toute honnêteté et gèrent le bien public dans l'intérêt du peuple réunis. C'est ces conditions qui feront que nous allons apporter la confiance des citoyens à la politique, apporter la confiance des citoyens aux dirigeants et ainsi augmenter l'efficacité de ces dirigeants lorsqu'ils ont la confiance de ceux qu'ils gouvernent. Il y a tous ces fonds spéciaux qui irritent. C'est des questions qu'il faut revoir. Je n'en connais pas les détails actuellement, mais il est certain que lorsque vous parlez de gouvernance, c'est cet ensemble de questions qu'il faut revoir. Pratiquement doublé entre 2016 et 2019. Je n'en ai pas donc ces informations. L'essentiel, je me contente de dire qu'il faut que nous revoyions la façon dont nous gérons le bien public, dont nous gérons les deniers publics et la façon dont nous organisons notre gouvernance, qui est la clé de voûte du succès. Si nous n'avons pas une gouvernance vertueuse, si nous n'avons pas une confiance des citoyens
à la gouvernance que nous sommes en train de mettre, eh bien, nous n'allons pas avoir des résultats tangibles. Bon, je pense que c'est important que ce coup de signal soit donné, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité les Burkinabés à un nouveau départ. Qu'est-ce que vous pensez de ce budget du Burkina, essentiellement un budget de consommation, pas d'investissement? Justement, il faut travailler à ce que nous puissions créer la richesse. Qu'en créant cette richesse, nous puissions faire attention à la façon dont nos ressources sont gérées pour faire les économies nécessaires qui nous permettront d'engager l'investissement. Il est important que nous promovions non seulement la production, mais que nous laissions surtout chaque citoyen exploser ses talents, que nous leur donnions l'environnement politique, démocratique, sécuritaire nécessaire pour qu'ils puissent apporter leur contribution à la richesse nationale. Et maintenant, il appartient à l'État d'utiliser cette richesse nationale pour opérer une meilleure distribution, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, pour que le progrès et les biens des plus nantis puissent aussi servir à bénéficier les moins nantis. C'est ce rôle de distribution que l'État doit faire, mais surtout un rôle de garant de la bonne gestion de nos deniers publics, de manière à générer une épargne qui nous permettra donc de favoriser l'investissement plutôt que ce soit un budget de simple consommation. Il y a aussi l'utilisation des compétences, malheureusement, et les étiquettes politiques priment parfois. Absolument, j'ai dit dans mon discours de Bobo qu'il nous faut absolument dépolitiser l'administration. Il nous faut mettre l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. L'administration est un appareil au service de chaque gouvernant, quel qu'il soit. Nous devons préserver cet appareil qui doit être au service de l'intérêt du Burkina et de rien d'autre. Voilà donc ma vision, et je pense que c'est la condition du succès de toutes nos politiques économiques. Si nous voulons que ça marche, il faudrait que nous ayons une administration efficace, une administration dépolitisée et une administration au service de l'intérêt général. Vous considérez comme le challenger le plus sérieux du président Roch? Non, moi je ne parle pas des adversaires ou des candidats. Moi j'ai une vision, un message au peuple burkinabé, le peuple burkinabé qui est souverain, qui s'exprimera en 2020 sur les chemins qu'il veut prendre pour son avenir. Moi je me contente de lui proposer une voie et de le laisser en tant que souverain dire si c'est cette voie. Bien sûr, j'aimerais pouvoir mettre en marche ma vision et ma façon de penser pour mon pays. Mais je suis démocrate et c'est le peuple qui décide. Votre discours il n'y a pas de démarcation. Est-ce que ça ne risque pas de créer de la confusion dans la tête des gens? Mais écoutez, nous ne sommes pas en campagne électorale. Vous m'avez invité sur ce plateau. Je pense que c'est pour donc expliquer mes idées, pour le moment calmement. Je n'ai pas de contradicteur devant moi et je n'ai pas de raison donc de m'en prendre à qui que ce soit. J'explique sereinement ce que je vais faire et je pense que le peuple burkinabé jugera. Pour moi, la politique, c'est un débat d'idées. Ce n'est pas de boxer son voisin, c'est de dire au peuple ce que vous voulez faire et de laisser au peuple apprécier ce que vous voulez faire. Est-ce que vous ne pensez pas que vous arrivez un peu trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si je pensais que j'arrivais trop tard, je n'allais pas m'engager, je n'allais pas présenter ma candidature. Si je me suis engagé, c'est parce que je pense qu'il y a une voie, il y a une sortie possible, à condition que nous ayons cette volonté politique, à condition que nous ayons cette mobilisation d'hommes et de femmes, de talents, de probité. Comme je l'ai dit, un pays ne se redresse pas par une seule personne, quelle que soit la sagesse de cette personne. Vous avez besoin de l'engagement de tous les citoyens et c'est cet engagement citoyen que j'ai toujours appelé de mes voeux parce que je pense que oui, quelque chose est possible pour le Burkina. Notre avenir est radieux pourvu que nous ayons la volonté politique de saisir les chances qui sont les nôtres. Et ça commence par nous-mêmes, par notre comportement individuel et collectif. Pourquoi les Burkinabés devraient vous faire confiance? Mais je pense qu'ils ont été suffisamment déçus par les politiques. Mais je pense que la solution est que ceux qui ont fait appel à ma candidature, vous avez des Burkinabés de toute origine. Et donc, ils ont leur motivation. Si vous lisez un peu ce qu'ils ont dit, leur déclaration, vous voyez qu'ils ont exprimé un état de fait. Ils ont exprimé peut-être une confiance à une autre façon de faire la politique. Comme je l'ai dit, ils m'ont vu à l'œuvre ici, à la tête du gouvernement pendant 5 ans. Je pense peut-être humblement que c'est ce qui les a motivés de dire que c'est possible qu'on fasse la politique autrement. C'est possible qu'on s'organise pour gagner la victoire du développement et de la paix au Burkina Faso. La politique autrement pour gagner la victoire de la paix et du développement. Absolument. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez d'Edi Komboïgo.
C'est un camarade de parti, nos rapports sont très courtois, je le rencontre de temps en temps et donc il n'y a rien de particulier entre nous. Blaise Compaoré? Blaise Compaoré, j'ai été son Premier ministre pendant 5 ans. Je le remercie d'ailleurs de la confiance qu'il a placée en moi pour m'appeler à ces hautes fonctions et j'ai eu l'occasion de servir mon pays à ce degré de responsabilité. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est peut-être à cette occasion que beaucoup de Burkinabés m'ont connu. Lorsque j'étais vice-gouverneur, ce n'est pas des fonctions très visibles. Et j'étais secrétaire exécutif adjoint de la CEDEAO pendant 2 mandats de 8 ans, avant donc de revenir comme président de la CEDEAO. Mais je pense que c'est véritablement mon action à la tête du gouvernement du Burkina Faso qui m'ont fait connaître par l'ensemble de nos concitoyens. Donc j'ai des rapports de respect à son endroit, tout comme je respecte tous les anciens chefs du Burkina, parce que je pense que c'est notre devoir de respecter tous ceux qui nous ont dirigés et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour notre pays. Même s'il y a des insuffisances, chaque président, chaque leader a eu à cœur d'apporter quelque chose au Burkina Faso et nous leur devons ce respect. Et pour terminer, Roch Marc Christian Kaboré? Comme je l'ai dit, le président Roch Marc Christian Kaboré a été mon prédécesseur comme Premier ministre. Je le remercie pour ce qu'il a fait et sur la base de quoi j'ai pu travailler. Nous avons coopéré, lui à la tête du parti majoritaire, le CDP, quand moi j'étais Premier ministre chef du gouvernement. Et puis je rappelle que lorsque je suis revenu de la CEDEAO, il a, au nom du peuple burkinabé, décidé de m'élever à la dignité de Grand Croix. Je pense que je lui suis reconnaissant et je suis en même temps heureux d'avoir servi l'image du Burkina Faso à l'international, ce qui m'a valu cette distinction de mon propre pays qui s'est ajoutée aux distinctions que beaucoup d'autres pays de la CEDEAO m'ont apportées à la fin de mes fonctions pour marquer leur appréciation du travail que j'ai fait à la tête de cette communauté. Je m'honore de toutes ces amitiés et je m'engage à faire en sorte que ma contribution à nos efforts de développement puisse continuer dans cette voie. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée d'échanger avec mes compatriotes et surtout d'expliciter mes idées. Je vous remercie infiniment pour cela et je souhaiterais adresser mes vœux de succès à votre média qui participe à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Alors je vous souhaite bon vent et vous encourage à continuer ainsi à soutenir notre démocratie. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, nous étions avec Kadri Désiré Ouédraogo, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, ancien Premier ministre du Burkina Faso, ancien vice-gouverneur de la BCEAO, ancien ambassadeur et ancien président de la commission de la CEDEAO. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.